Bienvenue dans Vite fait, mesdames, messieurs, l'émission où on parle vite d'un fait. Et aujourd'hui, on va voir sur les 3 derniers mois à quel point nos macronistes ont du talent. Donc tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, maintenant, tout de suite, immédiatement, c'est des informations qui sont sorties entre janvier et février, plutôt fin janvier, et à peu près aujourd'hui, c'est-à-dire début mai, donc en 3 mois. Et en 3 mois, les mecs ont vraiment, comme d'habitude, dépassé toutes les attentes de la médiocrité. Et on commence en fanfare avec ces 3 petits personnages du parti Égalité Europe Écologie. Savoir que c'est une espèce d'association think tank, un truc un petit peu bricolé comme ça, dont la marraine est Marlène Schiappa. Alors, est-ce qu'il y a encore une histoire de fonds publics là derrière? On en parlera un petit peu plus tard avec le fonds Samuel Paty. Mais en tout cas, il faut savoir que ça existe. Il y a un truc qui s'appelle Égalité Europe Écologie, qui fait des notes pour le gouvernement. Je ne sais pas s'ils les lisent, hein, ça m'étonnerait, pour promouvoir l'égalité, l'inclusivité, hommes-femmes, bien sûr, dans la société. Et ces gens se sont donc présentés aux législatives, donc en juin 2022. Et ils avaient fait donc ces petites affichettes, hein, vous avez peut-être vu passer ça. Voilà, hein, Juliette, Tatiana et Samira s'étaient donc présentées à la députation des Français de l'étranger. Et il se trouve que c'est sur ces 3 circonscriptions, quelques temps plus tard, il y a eu une annulation, et elles se sont représentées, mais cette fois, elles ont un petit peu changé de tête. Légèrement. Apparemment, il y a eu un retour de terrain comme quoi le produit n'était pas bien perçu. La réception produit était défaillante, les gens avaient des doutes, ils trouvaient ça pas très souriant, un peu terne. Bon, on a ripolliné la façade, on va pas se mentir. Et voilà, il y en a 2-3 quand même qui sont assez violentes, hein. J'ai dézoomé un peu pour qu'elles s'affichent bien toutes les 3. Voilà, Juliette, franchement. Et vous allez voir qu'en plus, c'est sa vraie tête. Donc elle, c'est vraiment une photo qui la dessert, en fait. Elle ressemble plutôt à ça. Ils ont quand même été bien travaillés, hein. On a quand même changé un peu les teintes. On a mis un côté Italie, vous allez voir. Tatiana, c'est rigolo. Et puis alors Samira, ils lui ont mis 20 ans de plus. Elle prétend qu'elle n'a pas eu recours à Photoshop. Enfin, la forme de son visage a quand même beaucoup changé en quelques années, je trouve. Donc tout ça a été divulgué par Check News. Les candidats ont-ils le droit de retoucher la photo sur les tracts et les affiches électorales? Alors c'est drôle parce que vous voyez, ces 3 candidates Égalité, Europe, Écologie, un parti soutenant Emmanuel Macron. De là à dire qu'il est soutenu par lui, vous allez voir que tout ça prête encore à confusion. Donc, c'est présidé par Juliette de Cossan, hein, qui est ici, alors on ne sait pas laquelle c'est. Il s'agit vraiment de la même personne, hein. C'est ça qui est terrible. Contactée par Check News, la candidate Juliette de Cossan assure que c'est bien elle sur la photo. Elle explique que l'image n'est pas photoshopée. Elle suggère en revanche qu'il s'agit d'une photographie ancienne. Je ne vais pas vous dire si la photo est récente ou pas, dit-elle, nous renvoyant vers des images de sa jeunesse. Pourquoi ce choix? Après la candidature dans les Ardennes en juin, elle reconnaît qu'elle n'avait pas eu de bon retour avec une image prise à la va-vite, pixelisée, où je n'étais pas maquillée. Ça c'est quand même assez curieux d'avoir fait une image, enfin une affiche aussi dégueulasse qui va être placardée partout, alors que, bon, en général, ça a l'air, mais ici, d'être une nana qui prend un peu soin d'elle, et on se demande pourquoi, tiens, je vais afficher ma gueule en public partout, et je vais mettre ça. Bon, il y a eu un problème de communication, on va dire. Elle indique avoir choisi la meilleure photo de moi en demandant au graphiste de mettre des lumières chaudes comme en Italie, où elle se présente. Elle indique avoir choisi cette image plus jeune et l'avoir ensuite présentée aux 2 autres candidates qui ont pu s'en inspirer après. Et bon, le fait est que les 2 autres ont eu un peu moins de talent et de subtilité, notamment celle du milieu, là on va rigoler un petit peu. De fait, Samira Herbal, donc celle qui est ici, livre la même explication. C'est bien ma photo, avant d'admettre qu'elle a quelques temps, hein, 4 ou 5 ans, oui. Elle plaide d'avoir voulu changer de contenu avec une image qui me plaît plus. Voilà, ça c'est le contenu des candidats soutenant Emmanuel Macron. C'est la gueule, il faut que ça paraisse jeune et dynamique, hein. Niveau retouche, la novice n'ose pas se prononcer et imagine qu'ils ont dû éclaircir un petit peu, hein. Ils ont dû éclaircir un peu. Bon, ils ont enlevé 10 kilos, 15 ans à peu près, et puis le visage a changé de forme, mais c'est pas grave.
Ah, là, c'est le plus drôle. Concernant Tatiana Boteva Malo. Juliette Machin lâche qu'elle a payé un studio photo, mais ne souhaite pas répondre à sa place sur ses motivations. Sollicitée, la candidate pour l'Amérique latine n'a pas souhaité commenter son image. Alors ça, c'est très drôle, parce que c'est celle du milieu. Donc effectivement, il y a eu une légère différence, hein, des cheveux ont été rajoutés comme ça, elle sourit, etc. Et il y en a un qui s'est amusé à tester, voilà, avec FaceApp, Akanir, la chaîne de la tech, il a payé FaceApp 4,99 € et il s'est aperçu en fait que le studio photo que cette candidate a payé je ne sais pas combien, a simplement foutu son image sur FaceApp, et voilà. Et voilà le résultat, c'est la même chose, c'est le même résultat. C'est quand même un peu des enculés. Elle aurait pu le faire pour 4,99 €, hein, il indique le prix ici, là, il dit bon, suivez-moi sur Twitter, j'ai lâché 4,99 € par mois. Et ouais, là, Tatiana, elle s'est fait un peu niquer, hein, on va pas se mentir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'avocat Jean-Christophe Ménard, spécialiste du droit électoral, qui confirme que ni le code électoral ni la jurisprudence n'interdisent aux candidats d'utiliser une photographie de leur visage qui a été retouchée ou photoshopée. Une telle interdiction constituerait non seulement une atteinte à la liberté d'expression des candidats, mais elle serait en outre bien difficile à mettre en œuvre, puisqu'elle supposerait de déterminer le degré de retouche à partir duquel une photographie cesserait d'être conforme à la réalité pour en devenir trompeuse vis-à-vis des électeurs. Alors ça, c'est pas faux. Parce qu'un effet de cadrage, est-ce que c'est pas déjà de la tromperie, du maquillage, c'est pas de la tromperie, où est-ce que ça commence et où est-ce que ça s'arrête? Et donc tu peux te retrouver avec des écarts assez violents, qui sont carrément, enfin, la limite de la tromperie sur la marchandise, et justement, ce n'est pas la seule tromperie sur la marchandise, puisque le parti Renaissance, donc ça c'est le truc officiel d'Emmanuel Macron pour les législatives de 2022, hein, parce qu'on change de nom pour essayer de changer d'image, ils lui ont chié dessus. Voilà, Juliette, depuis l'an dernier, a appris à se servir de Photoshop et à changer de circo. Elle n'est toujours pas la candidate de la majorité présidentielle. En revanche, Déborah Bidule est la seule candidate Renaissance dans la 8e circonscription des Français de l'étranger. Il précise ça parce que Juliette, en fait, elle indique en gros sur son affiche « majorité présidentielle avec Emmanuel Macron », alors qu'en fait, elle n'a pas d'investiture. Voilà, donc ce n'est que de la tromperie sur la marchandise. Je crois que son nom est juste, à vérifier. Ces gens n'ont pas de programme, et ils essayent de jouer les parasites. Sur le thème, on est jeune, macroniste, dynamique, on va soutenir Macron, voilà. Et sur un malentendu, ça peut marcher. Donc ça, bon, ça n'a pas marché. Les trois, là, aucune des trois apparemment n'a été élue. Perturber les campagnes des candidats en cherchant à faire croire qu'ils n'auraient pas le droit de choisir leurs meilleures photos et de produire les plus belles affiches possibles me pose question. Se défend la candidate qui s'engage pourtant à faire partie de la majorité présidentielle avec Macron. Donc voilà, c'est des gens qui ne jouent que sur les apparences et sur la duperie. Changer de contenu, pour eux, c'est photoshopper un peu l'image, c'est se rajeunir, c'est éclaircir l'image, hein, n'est-ce pas? Puisqu'il n'y a pas du tout eu de photoshopage, non, pas du tout. Et puis on affiche en gros majorité présidentielle alors qu'on n'a pas l'investiture. Bref, nos macronistes ont du talent. Aïe, 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 aïe. Ouh, macroniste suivant. Enfin, c'est un demi-macroniste, vous allez voir, mais on va pouvoir faire des parallèles. Nicolas Jeanneté, directeur du parti Les Centristes, a fini en garde à vue pour trafic de cocaïne de synthèse. Oh, comme c'est bizarre. Il est soupçonné d'avoir détenu et revendu des drogues de synthèse à ses partenaires au cours de soirées chemsex. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi le timing de ce truc-là, parce que c'est sorti au moment du débat sur la réforme des retraites, où il y avait la motion de censure du groupe Lyot, qui était porté justement par ce parti des centristes, hein, avec Hervé Morin, Charles de Courson, qui sont plus ou moins à la tête du truc. Donc Charles est député, et puis Hervé Morin est président, enfin, oui, si, il est président des centristes, et lui, il est directeur. Donc il fait partie des têtes d'affiche du parti, hein, dans les 10, comment dire, dans les 10 plus importants. Et cette motion de censure avait failli faire tomber le gouvernement à 9 voix près. Et juste quelques temps plus tard, qu'est-ce qu'on apprend? Pouf, une petite peau de banane, hein, sur le directeur de ce parti. On va sortir son histoire de cocaïne, chemsex, etc. Et ce sera l'occasion d'aller fouiller un petit peu plus loin
Ils ont aussi trouvé des images pédopornographiques. Mais alors, ce qui était très marrant, c'est que ce petit personnage qui consommait donc de la cocaïne de synthèse, voilà, des drogues de synthèse comme la 3-MCC, dérivées de la cocaïne, tout ça a été retrouvé par colis entier, et puis il en revendait à droite à gauche dans des petites soirées très sympathiques qui finissaient un peu à la palmade, vous voyez. Hein, il y a des jeunes, parfois un petit peu trop jeunes, il y a beaucoup de drogue, c'est des soirées interlopes, comment dire, plutôt dans le groupe homo parisien, et ça finit des fois en accident de bagnole où on pourrit des familles entières. Bref, évidemment, ils ont fouillé son ordinateur, et comme dans le cas de l'affaire Palmade, on a retrouvé quelques petites photos à caractère pédopornographique qui traînaient. Bien entendu, j'apprends avec stupéfaction que Nicolas a été placé en garde à vue. Hein. Rachida Dati avec Agnès Machin, parce qu'il était au Conseil de Paris. Il n'était pas député, il était conseiller à la mairie de Paris, dans le groupe Rachida Dati et compagnie, et bien entendu, ils étaient au courant de rien, on ne sait pas qui est ce monsieur, on ne comprend pas, tu penses bien que ce genre de soirée, c'est quand même, il y a un marqueur, quoi. Où t'as passé ton week-end? Ah bah à tel endroit. Ah oui, d'accord, je vois. En général, tu sais quand même à quoi t'as affaire. Bref, tout ça, c'est connu comme le loup blanc, et puis on fait semblant d'être au courant de rien quand l'affaire éclate. Donc voilà les types plutôt macrono-compatibles, hein, parce que les centristes, c'est plutôt du centre droit affilié LR, alors là, ils faisaient un peu du foin contre la réforme des retraites, mais en vrai, c'est plutôt du macroniste. Et alors, pour aller taper dans du vrai macroniste, il y en avait justement un, député Renaissance des Hauts-de-Seine, qui reconnaît avoir consommé de la cocaïne, 25 janvier 2023, cet élu de la majorité présidentielle a reconnu avoir possédé et consommé de la drogue. Bref, il se droguait avant et pendant son investiture. Il y en avait un autre qui faisait carrément du trafic de cannabis entre la France et le Maroc. Alors lui, c'était un suppléant, ça date de 2017, 2018, 2019, 2020, donc la précédente législature. Et donc Moussa, il faisait carrément du trafic de cannabis entre la France et le Maroc. Et il se trouve qu'il a failli être député après son inculpation, en tout cas après le début de l'enquête. Il a été mis en examen en 2019 pour importation, transport, détention de produits stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs. Alors bien entendu, les macronistes se sont désolidarisés, ils ont promis qu'ils ne travaillaient plus avec ce monsieur depuis de longue date. Hein. N'empêche que, en 2020, Nadia Haye, qui est députée et dont Moussa est son suppléant, a été obligée de démissionner de son poste de députée parce qu'en fait, elle a été nommée ministre déléguée de la ville. Donc elle laisse son poste vacant. Et c'est Moussa qui devait être député, alors qu'il était sous le coup d'une enquête pour trafic de drogue international. Alors comme ça la foutait mal, elle a abandonné son poste, ce qui veut dire qu'il y a eu une nouvelle élection dans la 11e circonscription des Yvelines, pour éviter que Moussa soit député La République En Marche, avec ce type d'affaire au cul. Voilà. Et puis bien sûr, on a notre champion national dans la section LREM, Laurent Bigorgne, complètement cocaïnomane, qui a dit qu'il avait un énorme problème avec la cocaïne qui durait de longue date. Il faut savoir que c'est l'ancien, du coup, directeur de l'Institut Montaigne. Institut Montaigne qui était la première boîte aux lettres, la première adresse officielle du parti En Marche, enfin du mouvement En Marche, hein, lancé par Macron en 2017 pour sa campagne présidentielle. Après, il a fait La République En Marche pour toucher les subventions, pour se présenter, enfin c'était un vrai parti, pour se présenter aux législatives et toucher les subventions. Donc là, c'est Laurent Bigorgne, qui est donc un très proche d'Emmanuel Macron, dont on dit sur sa bio Wikipédia qu'il est un conseiller lié à l'éducation, hein, on va voir ça. Il apparaît dans les courriels piratés de son équipe de campagne. Il était même cité par certains observateurs comme potentiel ministre. Voilà, il conseille le gouvernement français. Il aurait un accès direct et permanent au ministre. Laurent Bigorgne participe à la réunion du groupe Bilderberg en 2015. En 2018, il est nommé membre du comité Action publique installé par Édouard Philippe pour concevoir le projet de réforme de l'État français. Après la pandémie de Covid-19, il estime que les Français doivent travailler davantage afin de relancer l'économie. Il propose notamment que le gouvernement supprime une semaine de vacances et permette aux entreprises de déroger au temps de repos obligatoire. Alors il se trouve que lui était super chargé en cocaïne et qu'un soir il s'est dit « J'aime taper une collaboratrice ». Seulement elle est peut-être pas forcément d'accord.
Et puis il se trouve qu'en plus cette collaboratrice, c'est son ex-belle-sœur, c'est-à-dire la sœur de son ex-femme, qui travaille avec lui à l'Institut Montaigne. Et lors d'une soirée, il a, ça a dû un petit peu glisser de sa main, plouf, plosé un petit cacheton de MDMA dans son verre. Et la dame donc a bu le truc, elle s'est sentie un petit peu vaseuse, pas très bien, elle a réussi à se barrer, elle est allée à l'hosto pour savoir un petit peu ce qu'elle avait, et ils ont trouvé bonjour madame, vous avez de la MDMA dans le sang. Oh comme c'est bizarre, hein, c'est ce qu'on appelle la drogue du violeur. Et donc il y avait un projet sur sa personne, visiblement c'est ce qu'elle en a déduit. Tout ça, elle a donc porté plainte contre lui, il a reconnu les faits, alors tout ça a explosé en grand jour, bref. Et on voit quand même l'effet sur sa carrière, où en 2022, il y a eu visiblement quelque chose qui s'est passé et qui l'a obligé à quitter quelques-uns de ses postes. Hein. Donc, il était jusqu'en février 2022 directeur à l'Institut Montaigne, il ne l'est plus. Ça aussi c'est drôle, membre du conseil d'administration du lycée international de Londres, Winston Churchill. Donc apparemment le Brexit l'a pas trop dérangé puisque c'était de mai 2015 à février 2022. Bon, on continue à être membre d'un conseil d'administration de lycée à Londres. Il est aussi président de Agir pour l'école et puis du Choix de l'école, qui est une sorte de think tank dérivé d'un truc aux États-Unis. Bref, on a vraiment affaire au stéréotype de l'atlantiste, anti-France, parisien, néolibéral, complètement éclaté. Et voilà comment ça finit. Voilà, Laurent Bigorgne. Il faut savoir que le jugement a été rendu le 8 décembre 2022, donc récemment. Il a été condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 2000 €. Ça va, c'est quand même pas très cher payé. Le plus gros problème qu'il a eu, c'est d'avoir son image salie dans les médias et de perdre son boulot. Mais au niveau législatif, enfin judiciaire, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Alors, tout ça, il y avait eu tout un tas de problèmes hein, dans l'enquête. Ça a été torché en 4 jours. On n'avait pas reconnu le caractère sexuel. Le mobile sexuel n'avait pas été reconnu, etc. Bon, finalement, le tribunal estime que Laurent avait administré cette drogue afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle, ce qui avait requalifié les faits, et son avocat annonce vouloir faire appel. Donc voilà où on en est de ce proche conseiller d'Emmanuel Macron, ce qui n'empêche pas Macron de vouloir faire un grand débat national sur la consommation de drogue. Hein. Ça, c'était le 18 avril 2021. Ça, c'est du Macron tout craché. Vous en avez entendu parler de ce truc? Non, hein. Bah non, il s'est rien passé. Pourquoi? En fait, c'est qu'il y avait eu un truc dans la presse sur le thème ouin ouin, la France est devenue le plus grand consommateur européen de drogue. Et du coup, il faut réagir parce que quand même, ça la fout mal, c'est un problème de santé publique. Et puis, qu'est-ce que ça dit de la jeunesse et bref. Donc, Macron veut un grand débat. Je ne sais pas à qui il le demande. Je sais pas, il est peut-être président de la République, c'est pas lui, le quasi-chef du gouvernement, surtout dans la situation actuelle. Donc bon, il veut faire un numéro vert. On va faire un grand débat sur la consommation de drogue. Donc non seulement ça ne sert à rien parce que débattre de ce sujet ne veut pas dire qu'on va le régler, mais il ne s'agit même pas de faire un débat, il s'agit de vouloir le faire. C'est déjà une forme d'action politique, non? Pour Macron, enfin, oui. Alors, vous avez un peu tous les poncifs, hein, la drogue c'est mal, ça finance la violence, on va laisser aucun répit aux trafiquants, et puis d'ailleurs on y travaille déjà, on va harceler les trafiquants, on a mis 70 000 amendes forfaitaires délictuelles. Et puis il y a Gérald Darmanin qui a annoncé une accélération de la lutte contre les stupéfiants sur tous les territoires, ce qui n'engage à rien, il ne veut rien dire. Et puis donc on est passé à autre chose. Je pense que si on luttait efficacement contre le trafic de drogue, il y en a un certain nombre à La République En Marche qui trembleraient et se mettraient quand même en désintoxication forcée. Alors oui, Zlob, la vente de drogue est maintenant comptée dans le PIB, mais comme c'est une estimation, bah tu mets le chiffre que tu veux. Voilà. Ah oui, Darmanin, spécialiste de la lutte contre le trafic de fraises Tagada, mais c'est vrai ça. Il y a vu cette histoire. On a jugulé à Saint-Ouen un atelier de conditionnement de produits stupéfiants qui alimentait des soirées clandestines. 1 million d'euros de marchandises saisies. 200 € de recel de téléphone. Ah non, 200 faits de recel. Eh ben non, c'était de la fraise Tagada concassée. Ouais. Mais alors les gens se foutaient ça dans le pif. Je veux dire, c'est quoi le projet en fait vis-à-vis des trafiquants? Est-ce qu'ils coupaient leur drogue à la fraise Tagada? Ils leur ont fait une farce peut-être. Ils savaient qu'ils allaient être topés, ils ont tout remplacé. On va leur faire une petite blague. Bon. Coup dur, malaise.
Donc voilà, nos macronistes ont du talent, mais ils se font quand même un petit peu choper. Il y en a pas mal qui se mettent de la poudre dans le nez, et ça finit par se voir. Ah, on arrive, on y va crescendo, hein. On plonge de plus en plus loin dans le terrier du lapin blanc. Cette bonne vieille Marlène Schiappa et son fond Marianne. Il faut quand même oser. Ce qui s'était passé, pour rappel, c'est qu'après l'assassinat de Samuel Paty, oh bah tiens, je vais vous mettre l'œil du 20h comme ça. On va juste se passer le début du reportage, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, mais bon, comme ça fait un petit panorama global et que c'est par là que le scandale est arrivé, on va juste se repasser 2-3 minutes de ce reportage donc de avril, donc le mois dernier, de l'œil du 20h. Pour une fois, c'est une merde finie des JT maintenant, c'est une horreur, mais de temps en temps, ils arrivent à faire un reportage à peu près intéressant, valable, qu'on peut qualifier d'information, et ça finit dans l'œil du 20h. Samuel Paty, professeur d'histoire, est assassiné, victime d'un acte terroriste, à la sortie de son collège dans les Yvelines. Son nom circulait sur les réseaux sociaux après que l'enseignant a montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Ce voyou ne doit plus rester dans l'éducation nationale. Le gouvernement affiche alors sa détermination à lutter contre, je cite, le cyber-djihadisme. Je lance un fonds qui s'appellera le fonds Marianne. Avec 2,5 millions d'euros, on peut faire beaucoup de choses pour défendre les valeurs de la République. Nous avons voulu savoir comment ces fonds ont été utilisés et comment ils ont été contrôlés. Révélation ce soir, dans l'œil du 20h. Révélation. Il y a 2 ans, le ministère de l'Intérieur lance un appel à projet pour soutenir des actions en ligne, à portée nationale, destinées aux jeunes de 12 à 25 ans exposés aux idéologies séparatistes. Le calendrier est serré. En quelques semaines, 17 dossiers ont été retenus pour un montant global de 2 17 600 €. Après 4 mois d'enquête, nous nous sommes procuré la liste des 17 structures qui ont reçu des subventions. Associations sportives, productions audiovisuelles, éditeurs de bandes dessinées. Des contenus sont mis en ligne. Au total, quelques dizaines de milliers d'euros de subventions pour certaines, plusieurs centaines de milliers d'euros pour d'autres. 4 associations se partagent près d'1 300 000 €. Parmi elles, l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation au service militaire. 355 000 € de dotation. Avec pour objectif, selon la convention d'attribution, déployer un contenu multimédia et un message positif de réenchantement des valeurs de la République. Une association présidée à l'époque par Cyril Karounagaran, au sein de laquelle on trouve également Mohamed Sifawi, un expert reconnu des questions de radicalisation. Parmi les productions de l'association, notamment 13 vidéos sur YouTube, dont la majorité ne dépasse pas les 50 vues, un compte Instagram avec seulement 138 abonnés. Contacté, Mohamed Sifawi nous assure que les fonds ont bel et bien rémunéré des collaborateurs. L'argent qui a été capté par l'association est un argent qui a servi principalement au salaire des geeks qui ont produit du contenu et du contre-discours à travers des comptes visibles et d'autres du trolling. Ça a duré à peu près 5 ou 6 mois. Et les salariés étaient combien en CDD ? En CDD et en pige, je crois une dizaine. Pourtant, depuis, nous avons pu consulter les relevés bancaires de l'association. Ils révèlent que ce ne sont pas 10 salariés qui ont été rémunérés, mais seulement 2. De plus, ces relevés bancaires montrent que celle-ci aurait versé 120 000 € aux 2 responsables de la structure, ce qui est contraire au statut de l'association. Les membres de l'Union ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Contactés sur cette question précise, les intéressés ne nous ont pas répondu. L'ancien président de l'association affirme que les dépenses afférentes au fonds Marianne ont rigoureusement été suivies. Ce dossier de subvention a fait des vagues au sein même de l'association. Un avocat a été saisi par les autres membres du bureau qui affirment n'avoir jamais été informés de cet argent public attribué, ni de ses modalités d'utilisation. Donc en gros, après l'assassinat de Samuel Paty, Marlène Schiappa a eu la bonne idée de vouloir faire un fonds de 2 millions pour promouvoir les valeurs républicaines et le réenchantement et toutes ces conneries, pour lutter contre la radicalisation en ligne. Et tu te retrouves avec l'USPPM, le truc de préparation sportive, on ne sait pas trop ce que ça vient foutre là. Et puis il y avait une autre association qui était Renaissance, comment c'était déjà ? Voilà, Reconstruire le commun.
Donc ça, c'est les deux principales où tu te dis il y a quand même un gros problème, puisque ce fonds était fait entre le cabinet ministériel de Marlène Schiappa et le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le CIPDR. En 3 semaines, au lieu de 3 mois ou plus, ils ont sélectionné 17 projets avec 3 membres du CIPDR et 3 membres du cabinet de Marlène Schiappa. Et parmi ceux-là, ceux qui ont touché le plus d'argent, c'est reconstruire le commun et l'USEPPM, les préparations sportives militaires, je sais pas trop quoi, qui ont touché 350 000 et 300 000 euros. Donc à peu près près d'un quart du budget. Il se trouve que, d'une part, l'USEPPM était déjà sur les rangs pour toucher la subvention avant même que Marlène annonce la mise en place de ce fonds. Ils avaient déjà contacté le CIPDR pour dire au fait, on a une demande de subvention à faire dans le cadre du fonds Marianne. Le quoi? Non mais vous en faites pas, c'est annoncé dans 2 semaines. Pareil pour reconstruire le commun. Et il se trouve en plus que reconstruire le commun est une association qui a été créée 13 jours après l'assassinat de Samuel Paty, qui, sans aucun passif, sans aucun salarié, sans rien du tout, dans une opacité complète, a touché 39 000 euros de subventions publiques dès le début. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas pourquoi faire. Tiens, prends 39 000 balles. Et eux aussi ont candidaté avant même l'annonce officielle du fonds Marianne pour toucher du fric, et ils ont touché 300 000 euros, dont on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait avec. En fait, si, c'était les fameuses tables rondes qui servaient à plus ou moins à faire du contenu politique autour de la réélection de Macron. Alors il y avait plusieurs choses, mais il y avait aussi des contenus qui parlaient de Anne Hidalgo, par exemple, qui était dénigrée dans ses vidéos, et d'autres candidats ou opposants, si tant est que ça veut dire quelque chose, à Emmanuel Macron. Donc il y a une forme de, non seulement de soupçon de favoritisme, mais aussi de détournement de fonds à des fins politiques, et puis à des fins de... on va rincer un peu les camarades, puisque l'USEPPDM, là, ils ont versé quand même 120 000 balles aux dirigeants de l'association qui, normalement, ne devaient pas toucher d'argent dans le cadre de leur fonction. Et puis, sur les 350 000 euros que cette association a touché, ils affirment que 87% a servi à payer des collaborateurs. Donc pour faire une dizaine de vidéos qu'on fait 5 vues chacune. Est-ce que c'est de l'argent bien investi? Pas sûr. Bon, il n'y a quand même pas besoin d'autant de fric pour faire 10 vidéos. Hein. Je sais quand même combien ça coûte. Et il y a quand même eu peut-être quelques frais de bouche un peu mal placés. Faut voir. Alors tout ça, évidemment, était fait dans un suivi relatif. Et c'est en train de donner lieu à un léger scandale. Voilà, c'était ça. Le site d'information Reconstruire le commun a diffusé des contenus politiques à l'encontre d'opposants d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle et législative, et puis après aussi, ils ont posté 57 vidéos de janvier à août, qui sont en fait juste du blabla autour d'une table ronde avec 4 kikis qui savent pas ce qu'ils racontent. Ils y attaquent frontalement des adversaires politiques du président de la République. Or, il est interdit d'utiliser des moyens publics afin d'influencer le résultat d'une élection. Nous nous sommes rendus compte que certains contenus avaient des références à caractère politique, affirme Christian Gravel, président donc du CIPDR. Mes équipes l'ont immédiatement signalé lors d'une réunion de suivi. Attention, faut pas recommencer. Ils ont recommencé, puis plusieurs fois, mais bon, bref. À quoi répond Marlène Schiappa à tout ça? Eh bien, quelques semaines plus tard, elle faisait la une de Playboy. On ne sait pas trop pourquoi. Une interview sur la liberté des femmes et le féminisme dans Playboy. Ça s'appelle un contre-feu. On va aller tortiller du fiacre et faire un truc un peu sociétal, un peu clivant, pour que les gens parlent plutôt de son cul et de la polémique, plutôt que des histoires de détournement de fonds qui sont compliquées, hein. Des histoires de papier, argent, il y a des chiffres, il y a des acronymes comme CIPDR et USEPPM, là. On s'y perd un peu, hein. Alors bon, par contre, commenter le cul de Marlène Schiappa, allez, pendant qu'ils font ça, ils parlent pas d'autre chose. Ça a moyennement marché. Alors après, elle est allée chez Causeur, j'ai pas le lien là, mais dernièrement, là, elle s'est amusée à aller chez Causeur, parce qu'après avoir fait Playboy, elle s'est dit, je vais aller parler aux puritains. Et alors les puritains lui ont quand même posé la question de savoir, quand même, le fonds Marianne, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Et elle a dit, en gros, j'ai pas d'amis, il n'y a aucun lien de favoritisme, voilà, je n'ai aucun ami parmi les lauréats.
Enfin, le problème, c'est juste que l'argent a été légèrement gaspillé, a été distribué en dépit du bon sens, et qu'apparemment, quand même, il y avait une accointance et une présélection des associations. Peut-être pas tes amis, mais il y a quand même une forme de, comment dire, surfer sur un cadavre pour distribuer de l'argent qui n'aurait pas été distribué autrement à des gens qui n'auraient pas dû le recevoir dans des conditions normales. Voilà. Tiens, mais c'est du favoritisme, ça. Ah là 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 là. Alors, en ce moment, Gravel est en train de chier sur Chiappa. Donc Gravel, hein, c'est IPDR, ceux qui sélectionnaient les associations en lien avec le cabinet de Chiappa et qui faisaient le suivi un peu de l'argent versé. Donc les auditions ont lieu en ce moment, c'était le 17 et 18 mai, dans le cadre de la journée, enfin de la première journée de la commission d'enquête sénatoriale sur le fonds Marianne. Et les 2-3 mecs du CIPDR machin ont été interrogés assez longuement pendant une dizaine d'heures, hein, je crois en tout. Je crois qu'il y a plus de 17 heures de discussion au Sénat. La commission des finances, hein, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo sur YouTube si vous avez envie d'aller vraiment poncer le sujet. Je sais que il y a Tabibian qui avait fait un peu un panorama des différentes associations qui avaient touché du fric. D'ailleurs, on trouvait Conspiracy Watch qui avait touché 60 000 balles pour mettre à jour des notices sur le complotisme. Voilà, c'était déjà tout écrit, mais il fallait changer les dates, attaquer d'autres personnes peut-être au cours de l'article, faire des liens, comment dire, mettre à jour la complosphère dans des articles de 2014 ou 2012 qui parlaient de Soral et de Dieudonné. Hein. Maintenant, c'est un peu passé de mode. Il faut plutôt mettre, je sais pas, Zemmour ou De Courson, les antivax, que sais-je encore. Voilà, il y en a qui mettent le lien vers la vidéo de Tabibian. Donc là, vous aurez un panorama un peu plus large des subventions et du travail extrêmement qualitatif des associations qui ont diffusé du contenu à haute visibilité sur YouTube. Je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs pour ne faire que 6 vues, 7 vues. Même moi, la première vidéo que j'ai postée sur YouTube, elle a fait plus de 1000 vues le premier mois. Bon, bref. Donc là aussi, vous avez 19 heures de contenu, 19 heures d'interrogation, d'interview, avec Christian Ravel, et puis après Jean-Pierre Lafitte, secrétaire général adjoint du comité interministériel, donc du CIPDR, qui sont en ce moment mis à feu doux, puisque eux, ils sont pas Marlène Schiappa, qui fait des voyages aux États-Unis, qui promène à droite à gauche, qui met son cul à Closer, Playboy, Causeur, machin, et puis qui dit tout ça finalement n'a pas d'importance. Ce sont des polémiques qui, alors soit elle dit les gens me critiquent parce que je suis une femme libérée qui va dans Playboy et gna gna gna, c'est le conservatisme et le patriarcat. Soit elle dit les gens qui critiquent, enfin, qui montent en épingle ce scandale sans fondement, n'est-ce pas, du fonds Marianne, font en fait le jeu des extrémistes et de la radicalisation, qui sont bien contents de voir la République se prendre les pieds dans le tapis et être pointé du doigt. Donc il ne faudrait ne pas en parler pour ne pas servir la soupe aux radicalisés. Bon. Allons donc. Donc c'était un peu intéressant quand même parce que Christian Ravel nous explique qu'une semaine avant le lancement officiel de l'appel à projet du fonds Marianne, ils ont fait une réunion où étaient présents des membres du cabinet de la ministre déléguée, c'est-à-dire Schiappa, et il a précisé qu'au cours de cette réunion sont apparues 3 associations en quête de subventions pouvant potentiellement être concernées par le fonds Marianne. Donc il y avait France Fraternité qui a touché 60 000 euros, Fraternité Générale 292 000 euros, et l'USE PPDM, hein, les sportifs militaires, là on ne sait pas trop quoi, qui a touché 355 000. Ça introduit des billets de départ dans l'appel à projet, mais il va être encore plus clair et explicite après. Il dit, c'est à la demande du cabinet de Marlène Schiappa que le dossier USEP-PM glisse dans le cadre du fonds Marianne. Donc c'est Schiappa qui a dit à ceux-là, vous leur donnez du fric, voilà, et puis ça a disparu, ça a rémunéré les copains et les faquins. Mais il n'y a pas de favoritisme. Par contre, Gravel dit que l'USE-PPM avait un projet très intéressant et que même si Marlène a poussé pour leur donner du fric, en fait, de toute façon, oui, c'était un très bon projet, c'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de fric. Donc lui aussi, il se couvre en disant les projets étaient très bons, on les a très bien sélectionnés, on les a très bien suivis, il n'y a eu aucun défaut. Voilà. Il ne va pas admettre des erreurs, le type. Il est quand même dans une commission sénatoriale, on est sous serment, paraît-il. On a vu qu'avec l'affaire Benalla, il peut y avoir quelques glissades, mais bon, bref.
Voilà, il dit c'est le projet le plus ambitieux, le plus courageux, hein, le truc de l'USE PPM. Quant au journaliste, donc Mohamed Sifawi, c'est une caution scientifique évidente, un expert reconnu, une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. De même, il affirme ne pas être choqué que la majeure partie de la subvention perçue par l'USE PPM ait été consacrée à des salaires. Il s'agit de payer l'intelligence. Les mecs font 7 vues sur YouTube. Faut croire qu'ils étaient pas très malins. Si vous voulez, ici, il y a eu un thread de fait par Fabien Tipon, je sais pas qui c'est, un illustre anonyme sur Twitter, qui s'est pris de passion pour l'audition du Sénat de Ravel et puis l'autre là, et puis qui vous fait un petit peu un débriefing des différentes conneries qui ont eu lieu dans le choix des associations, dans l'absence de suivi, dans l'appel d'offres qui est complètement éclaté, dans l'implication de Marlène Schiappa dans tout ça, et puis dans la disparition du fric dans des projets clairement surévalués, hein, on va dire comme ça, et qui sont totalement inutiles et très loin même de l'objectif affiché qui était de lutter contre la radicalisation et pour réenchanter les valeurs de la République. Voilà, quoi que ça veuille dire. Alors on commence à connaître Marlène Schiappa, qui a tendance à surfer sur les cadavres pour faire sa petite tambouille politique, où là elle a complètement instrumentalisé l'assassinat de Samuel Paty pour justifier de l'existence d'un fonds de distribution d'argent public qui sera fait un peu n'importe comment, en fonction des copains et des opportunités. Et ça m'a rappelé un petit peu ce qui s'était passé avec les fameuses influences à succès que Marlène avait reçues place Beaubourg, là je crois, hein, c'était au ministère de je sais plus quoi. Et ces gourdiflettes avaient été reçues dans le cadre d'une mission pour sensibiliser les gens aux violences faites aux femmes. Les féminicides, les femmes qui se font taper dessus, tout ça. Donc ils ont invité des influenceuses et puis on va parler de tout ça pour faire une campagne sur les réseaux sociaux et sensibiliser les gens à cette question. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'était passé. Il veut payer, il n'a pas d'argent et donc il signe Picasso. Et là le restaurateur lui dit mais... Voilà, elle parlait de Picasso, elle les compare à Picasso, hein, la fameuse histoire de Picasso qui, pour payer le resto, signe simplement sur un bout de papier et lui donne la signature. Enfin, c'est une signature, ça vous a pris 2 minutes de faire ça. Et Picasso dit non, ça m'a pas pris 2 minutes, ça m'a pris 30 ans. Voilà, et voilà. Ça veut dire ça m'a pris 30 ans à construire quelque chose, à apprendre ce que je devais faire, construire mon personnage, être reconnu, avoir un savoir-faire, travailler, répéter, etc. Et donc ça, c'est l'aboutissement de cette rencontre. C'est du théâtre. Elle est là à te dire, je construis un personnage, je travaille et je répète. Ça m'a pris 30 ans, donc c'est juste une carriériste à la con qui se sert de la République comme un marchepied pour son intérêt personnel. Voilà. Et puis tu as toutes les connes qui sont épatées et qui se disent « Ah putain, trop bien le storytelling, je vais pouvoir le ressortir ce dimanche dans les repas de famille. » Du coup, c'est pareil, quand vous venez quelque part ou vous portez une marque ou quelque chose, mais c'est l'aboutissement de tout ce que vous avez fait derrière et de tout votre travail qui s'illustre là. Mais je sais pas si je me souviens pas. Je chante là toute seule. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa. Tu veux des cocktails? Eh ben y'en a pas. Elle va rentrer chez elle, Marlène Schiappa, elle va dire que des beaufs. On a envie de tout cramer hein, quand même. Ils nous aident pas. Hein. Après, ça s'étonne que ça reçoit des lettres de menaces. Bon, on commence à comprendre. Il y a peut-être un lien de cause à effet, je ne sais pas. C'est possible. Ah là 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 là. Nos macronistes ont du talent hein, pour faire carrière. Comme par exemple Monsieur Djebari. Djebari n'est déjà plus à la tête de la start-up Opium. Eh oui, c'est dommage ça. Donc Djebari avait rejoint le conseil d'administration d'Opium, c'était quand? C'était l'année dernière, hein, il n'y a pas la date là. Donc voilà, il était ministre des Transports 2019-2022, et il a été nommé en juin 2022 président du conseil d'administration de Opium, hein, qui veut révolutionner la bagnole et faire des voitures à hydrogène qui ne soient pas des utilitaires, mais plutôt des berlines qui ressemblent à ça. Et ça avait fait un peu polémique puisqu'il était encore ministre quand il a été nommé président de cette société, franchement en lien avec la question du transport. Donc tout ça avait été finalement validé par la HATPV, machin chose. Alors là aussi, c'est intéressant à retenir pour la suite, c'est-à-dire qu'un nouveau président a été nommé mercredi, Alain Guilloux, a notamment dirigé Naval Group, groupe français spécialisé dans la construction navale. Donc ça, c'est celui qui le remplace,
puisque entre juin 2022 et donc aujourd'hui, mai 2023, en moins d'un an, le mec est déjà... il part faire autre chose. Il est fatigué. Il en a marre. Il a fait le tour. Je pense que oui, c'est un grand succès, comme on va le voir. Alors Jay Barry, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment Jay Barry. On va faire un tour sur son TikTok. Vous n'êtes pas prêts, hein? Le TikTok Jay Barry. Ah! Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, ce gars était ministre, c'est l'élite de la nation. Oui, voilà, 15 avril 2022, il était encore ministre. Voilà, et quoi, il passe ses journées. Donc tu peux te promener dans la rue et voir ton ministre faire le guignol en tendant son téléphone et en mimant « je suis au chômage ». Peut-être même en gueulant dans la rue, on ne sait pas. C'est possible. Voilà, donc ce type-là a été nommé président de cette formidable start-up d'innovation à la pointe de la technologie et de l'énergie de demain, hein, qui est l'hydrogène. Et finalement, un an plus tard, il a de nouveaux projets et il s'est barré. Le conseil d'administration a remercié Jean-Baptiste Jay Barry pour son implication et son énergie qui ont permis d'accroître la visibilité nationale et internationale d'Opium et de mettre en place les bases d'une organisation qui a pour vocation de faire passer l'entreprise d'une start-up à celui d'une entreprise industrielle. Voilà, il a des nouveaux projets, j'en parlerai plus tard. J'ai organisé ma succession chez Opium. Au revoir à tous. Alors, on va voir un petit peu quel est le bilan de cette année de Jay Barry à la tête de la start-up Opium. Eh ben, il n'y a plus rien. Voilà, hop, tout a disparu. Il n'y a plus rien. La start-up Opium, qui promettait encore récemment de mettre sur le marché la première berline à hydrogène, a annoncé mardi une perte de 24 millions d'euros sur 2022 et a subordonné la poursuite de son activité à l'obtention de fonds supplémentaires. Salut à toi, jeune entrepreneur, c'est ça. C'est le même niveau, je pense, de compétences et de malaise. Donc l'entreprise voilà, est confrontée à de grandes difficultés financières. Les charges d'exploitation de l'exercice s'élèvent à 24 millions contre 9 millions en 2021. Ils ont réussi à doubler les dépenses en raison principalement d'une forte hausse des charges de personnel, donc liées à mon avis au salaire de Jay Barry et puis au recrutement de 116 collaborateurs en 2022. La perte de 30 millions, enfin de 23,9 millions contre 8 millions en 2021, a obligé Opium à afficher des capitaux propres négatifs de 10,4 millions. Sa trésorerie est de moins 1,3 million. Ils ont quand même des banques sympas qui autorisent des découverts importants, hein, parce que je ne sais pas si vous avez le droit à un découvert d'1,3 million, pas sûr. Normalement, une entreprise avec des capitaux négatifs comme ça de moins de 10 millions, enfin, bonjour, c'est la faillite, liquidation, on va vendre les stylos, les meubles, et puis vous allez rentrer chez vous, quoi. Mais non. Et donc ça, c'était la situation au 30 décembre 2022. Merci Jay Barry. Bravo. C'est le résultat de sa fameuse organisation qui permet de passer de start-up à entreprise industrielle. Hein. Bon, entreprise éligible au tribunal de liquidation administratif, là. Et donc, début d'année, Opium va tailler dans les effectifs, rupture conventionnelle collective, acceptée par 35 salariés qui ont quitté l'entreprise. Donc sa formidable organisation, en fait, dès qu'il n'est pas encore parti, qu'ils en ont viré un tiers. Je sais pas, bon, merci Jay Barry, c'était sympa. Après avoir réalisé plusieurs augmentations de capital en 2022 pour un montant de 4,1 millions d'euros, ils ont subordonné la poursuite de l'activité à l'obtention de fonds supplémentaires et notamment une subvention dans le cadre de l'appel d'offres Auto Invest France 2030. Tout ça va finir par être payé avec votre argent, mesdames, messieurs. Alors il faut savoir que Opium n'a pas touché beaucoup d'argent public, seulement 1 million d'euros de la BPI, et puis ils espèrent avoir du fric dans le cadre du projet Auto Invest, ou alors du plan hydrogène de 9 milliards hein, annoncé. Là, ils sont là, ils tremblent comme des crevards. Putain, vous avez annoncé 9 milliards, ils sont où? On en veut. Voilà. L'entreprise était présidée jusqu'à la mi-mars par l'ancien ministre délégué Jean-Baptiste Jay Barry. Ils sont aussi dans l'obligation de conclure un ou plusieurs accords industriels ou financiers avec des partenaires capables d'accompagner Opium dans une vision blablabla. Si elle y parvient, la société espère lancer la pré-commercialisation de son système de piles dès 2024, parallèlement à son industrialisation, avant une commercialisation en 2025.
Début avril, Opium a annoncé se concentrer sur le développement de sa technologie de pile à combustible, remettant à plus tard son projet de bagnole. Si le projet n'est pas abandonné, il n'y a plus de calendrier. Alors que le véhicule était initialement prévu en 2025, voilà, les experts et les industriels restent divisés sur la place de l'hydrogène. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, on voit que c'est une entreprise qui vit des annonces. Comme on va le voir, hein, ici aussi. Voilà, bah tiens, et quand je disais qu'ils ne vivaient pas trop d'argent public, la région Normandie va quand même leur donner un prêt exceptionnel de 2 millions d'euros, hein, là, 1er mars 2023, donc avant le départ de Djebari. Pourquoi ? Parce que en Normandie, ils avaient promis d'ouvrir leur fameuse usine de voitures, hein, en Normandie. Et donc, la région soutient un peu cette entreprise en difficulté qui promet de créer beaucoup d'emplois. Alors là, ce sera peut-être plus une usine de batterie, mais une usine de piles, peut-être, hein, commercialisée en 2025, si, en fonction de l'âge de capitaine et de la densité de texture de la moquette et de la conjoncture économique. 2 millions à taux nul, remboursable au terme de 18 mois. Alors en fait, c'est un prêt relais dans l'attente du déblocage de la ligne de financement en fonds propres de 50 millions d'euros promise en juin dernier par la société de gestion américaine LDA Capital. C'est comme l'opération a pris un peu de retard, nous apportons un concours très circonstanciel assimilable à un bridge de trésorerie bancaire, affirme l'entourage d'Hervé Morin. Oh bah tiens, on retrouve nos centristes, hein, dont le directeur était complètement cocaïné et pédopornographe, bref. Donc ils ont filé 2 millions d'euros d'argent public à taux zéro, en attendant qu'une société américaine finance le développement de l'économie française. C'est quand même sympa. Qu'est-ce qui se passe si LDA Capital ne verse pas d'argent? La région l'a pour son fion, hein, je pense. Alors, ils ont quand même été... Voilà, l'exécutif régional a été rassuré par le nouveau modèle d'affaires de la jeune société dont la gouvernance a été récemment remaniée. Tiens donc, il faut croire que la gestion de M. Djebari n'était pas rassurante, hein. Il faut croire que c'est le modèle de développement permettant l'industrialisation, on passe de la start-up à l'industrie, finalement, c'était peut-être pas, comment dire, rassurant pour tout le monde. Donc on fait des trucs, on promet des choses, ouais, parce qu'ils ont quand même levé 4 millions d'euros pendant l'année 2022, en augmentation de capital, en promettant qu'on va industrialiser, on va sortir de notre modèle start-up, on va grossir, etc. Ça se pète la gueule. Et en faisant un remaniement, ils rassurent de nouveaux investisseurs pour taper un peu plus de fric à droite à gauche. Et ils vont refaire ça visiblement chaque année. C'est bien parti. Donc ils ont rétrogradé le DG adjoint en charge du produit, Olivier Lombard, qui a passé le témoin à 2 co-directeurs au CV doré sur la tranche. Oh, oulala. Hein, voilà, Sylvain Laurent, ancien vice-président de Dassault Systèmes en Chine, et l'homme d'affaires Philippe Baudillon, président de CIMA International et du Racing Club de France. Jean-Baptiste Djebari, conservant la présidence du conseil d'administration, parce qu'on est encore le 1er mars, il va démissionner, entre guillemets, quelques semaines plus tard, et comme c'était indiqué ici, il est remplacé par Alain Guillon, dirigeant de Naval Group. Donc c'est quand même plutôt des gens qui ont un bon CV, qui sont recrutés dans les cadres de cette entreprise, et qui servent en fait à rassurer les différents investisseurs publics et privés, pour dire, bon, c'est quand même pas une société de tocards, ils attirent des beaux profils, donc ils doivent avoir un bon produit, et d'ailleurs, ils indiquent qu'ils ont un actif technologique différentiel, hein. Leur système de pile à combustible est un actif technologique différenciant, ayant fait l'objet de 16 dépôts de brevets. Il a été estimé à plusieurs centaines de millions d'euros par des experts, hein. Ouais. Donc, l'entreprise a auto-évalué sa propre valeur à plusieurs centaines de millions. Moi aussi, hein, je peux ouvrir un truc déficitaire de 23 millions d'euros par an et dire « ça vaut des centaines de millions. On a un actif différentiel de qualité. Oui, donnez-nous du fric. » En attendant, la réalité, c'est que les capitaux, ici c'est indiqué, hein, capitaux propres négatifs de 10 millions. Donc si leurs actifs valaient vraiment des centaines de millions, ça se saurait. Ils ne seraient pas dans cette situation. Bon, et le reste, on s'en branle. Donc en fait, on voit ici l'économie Startup Nation pour les petits, les nantis, hein, l'élite de la nation. Ça peut être des ministres ou des gens sortis de grandes écoles et qui sont cadres dans diverses entreprises et qui font carrière comme ça, que ce soit dans le privé ou dans le public, en passant de hautes fonctions à d'autres. Et donc c'est pas tant, pour le coup, une usine qui vit de fonds publics, mais qui vit surtout d'annonces.
On va annoncer des calendriers. C'était indiqué... on a comme objectif d'atteindre la rentabilité d'ici 4 ans. On va vous sortir une bagnole en 2025. Non, finalement, on va vous sortir une pile à combustible en 2025 et puis on va nouer des partenariats, vous allez voir. Et regardez, on a recruté Jay Barry, c'est vraiment une pointure, il va apporter beaucoup de valeur et de visibilité à l'entreprise. Et puis maintenant, on a le président de Naval Group et puis le tel bonhomme, regardez comme c'est rassurant. Oh! Et voilà, ils font des annonces comme ça. On a des actifs qui valent des centaines de millions, évalués par des experts, hein, c'est pas juste le doigt mouillé, non. Et ils vivent sur le dos de l'argent des abrutis et des banques pendant des années, en se versant des gros salaires. Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui bossent? J'en sais rien. En attendant, ils sont payés. Nos macronistes ont du talent, on produit rien de concret, on crame du fric, on est payé sur des annonces. Hein, ça, c'est comme Macron. On va faire un débat sur le trafic de drogue. Voilà. Où est-ce que c'était? Alors, on va faire un grand débat sur la consommation de drogue. On fait des annonces et puis on vit là-dessus et on fait croire aux gens qu'on fait des trucs. Et ça permet de capitaliser, en fait, sur les gogos. Alors là, c'est pour obtenir des voix. Ici, c'est pour obtenir du fric. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Pas sûr. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette petite capsule. J'espère que vous en avez appris plus sur l'élite de la nation et sur les moyens de bien gagner sa vie en 2023 en France. Surtout, ne faites rien d'utile. Contentez-vous des apparences et surfez sur les cadavres aussi, ça marche bien. Réclamez de l'argent ou des suffrages en jouant sur les apparences. Voilà. C'est le plus simple. Et puis droguez-vous, parce que bon, on va quand même pas s'emmerder dans la vie. Mais moi aussi, je vais faire croire que je suis macroniste sur des affiches aux élections législatives. Sur un malentendu, ça peut marcher, hein. Suffit d'avoir l'air plus jeune et dynamique que l'autre. Les vieux, ils sont là. Attends, c'est lequel? Majorité présidentielle. Allez hop, le petit jeune, là. Ça peut marcher.